Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons présenter un deuxième oral qui porte sur la réduction aussi. Il s'agit de démontrer que l'endomorphisme F qui a une matrice M de Mn de K qui correspond à M moins MA, il est connu entre guillemets que AM moins MA c'est ce qu'on appelle le crochet de lit de A et de M, peu importe. L'essentiel, cet endomorphisme-là, c'est un endomorphisme qui dépend de A étant fixé dans Mn de K. Il s'agit de démontrer que cet endomorphisme F est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable. L'oral peut être donné sous une forme plus difficile, plus délicate, donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que F soit diagonalisable. Très bien, nous allons donc nous attaquer aux deux sens de l'équivalence. Le sens facile, c'est le sens réciproque. Sens réciproque, on suppose donc A diagonalisable. Ça veut dire qu'il existe une matrice inversible P, une matrice diagonale delta, telle que A est égal P fois delta fois P moins 1. Supposons que A est diagonalisable, donc il va exister P inversible, P de GLN de K, et il existe delta, donc diagonale, égale diag de lambda 1, lambda n de Mn de K, tel que A est égal, ou bien P moins 1 à P est égal à diag de lambda 1 jusqu'à lambda n, égale delta. Il s'agit alors de démontrer que l'endomorphisme F est diagonalisable. Donc il faut proposer une base de vecteurs propres pour F. Je propose de calculer donc l'image de P fois EIJ multiplié par P-1 avec EIJ, la matrice élémentaire, où il y a un seul 1 situé à la ième ligne et J en colonne. Donc ça c'est égal A fois la matrice, P fois EIJ multiplié par P-1 moins P fois EIJ multiplié par P-1 et multiplié par A. Je remplace donc A par son expression en fonction de delta. C'est égal à P fois delta fois P-1, multiplié donc P fois EIJ fois P-1. Et pour le A aussi du second terme, c'est donc P fois delta fois P-1. Les deltas se neutralisent, les PP-1 se neutralisent ici. Et là aussi, donc il va rester la matrice donc P multiplié par delta fois EIJ moins EIJ fois delta et P-1 de l'autre côté. Très bien. Nous allons donc calculer delta fois EIJ moins EIJ fois delta. Eh bien, delta fois EIJ, je décompose delta dans la base canonique, c'est la somme de L égale 1 jusqu'à N de lambda L multiplié par ELL, d'accord, vu que la matrice diagonale, avec les valeurs propres, lambda 1 qui sont sur la diagonale, donc est multiplié par EIJ, mais EIJ, ELL fois EIJ, vous savez que c'est égal à 0 si L est différent de I, et lorsque L est égal à I, ça fait EIJ. Si L égale à I, conséquence, il va rester un seul terme ici, qui est donc le terme correspondant à L égale à I, c'est-à-dire lambda I, multiplié par EIJ. Nous calculons de la même manière EIJ multiplié par delta. EIJ multiplié par delta, c'est donc la somme EIJ multiplié par la somme de L égale à 1 jusqu'à n de lambda L ELL. Et cette fois-ci, on a le EIJ à gauche, donc ça fait la somme de L égale 1 jusqu'à n de lambda L EIJ multiplié par ELL. Et encore une fois, donc produit de matrice élémentaire égale donc 0 si L différent de J cette fois-ci, et égale la matrice élémentaire EIJ si L égale J. Le résultat donc de ce calcul, c'est lambda J multiplié par EIJ. Nous ramassons donc les deux résultats pour obtenir que delta EIJ moins EIJ fois delta que nous avions
ici, cette quantité-là. Donc pour la première, c'est lambda i EIJ, pour la seconde, c'est lambda j EIJ. Le résultat est donc lambda i moins lambda j EIJ. Donc j'obtiens que f de p EIJ p-1, il est égal. Donc f de p fois EIJ fois p-1, il est égal à lambda i moins lambda j fois p-1 est égal lambda i moins lambda j multiplié par bien, p fois ij fois p-1, donc c'est quelque chose fois lui-même, ce qui permet, une fois qu'on vérifie que le vecteur est non nul, que c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda i moins lambda j. Puis donc, une fois que, bien sûr, le PEJ fois P-1, il est non nul, parce que sinon, on aura EIJ P-1 égale 0. J'applique P-1 à gauche, P à droite, j'obtiens donc EIJ nul. Voilà, ça fait EIJ égale 0. Absurde. Voilà, donc c'est une justification un peu détaillée du fait que c'est non nul. Donc je tire que là, de là que donc P fois EIJ fois P-1, lorsque EIJ varie de 1 jusqu'à n, est une famille de Mn de K constituée de vecteurs propres de F. Constitué de vecteurs propres de F. C'est vrai que le vecteur propre il est associé à lambda i moins lambda j. Vous pouvez vous en servir pour faire autre chose, pour répondre à d'autres questions des épreuves orales ou écrites. Bref, pour le moment, c'est juste de ça qu'on a besoin. Constitué de vecteurs propres de F. Et si on arrive à démontrer que c'est une base, cette famille-là, donc c'est terminé. D'après les définitions de diagonalisabilité, il suffit de montrer que c'est une base. Voilà, pour démontrer qu'elle est diagonalisable, il suffit alors de montrer que c'est une base. Alors pour montrer que c'est une base, vous pouvez agir de plusieurs manières. Vous pouvez, la manière peut-être la plus élégante, c'est de dire G qui va de Mn de K vers Mn de K, qui a une matrice grand B fait correspondre P fois B fois P-1 est un automorphisme. Je rappelle qu'automorphisme, c'est endomorphisme bijectif, est un automorphisme de Mn de K. Pour montrer que c'est un automorphisme de Mn de K, donc c'est linéaire, et puis vu que Mn de K est de dimension finie, il suffit de démontrer qu'il est par exemple injectif. Et pour faire injectif, eh bien, vous faites ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est-à-dire si P, B, P-1 est nul, alors B est nul. Ce qui est assez rapide. Donc, bref, c'est un automorphisme de Mn de K, et donc il envoie une base sur une base. Donc G envoie une base sur une base. Donc l'image d'une base est une base sur une base. Et donc, puisque EIJ est la base canonique de Mn de K, EIJ P-1 est une base de Mn de K. Et puisque EIJ et EIJ variant de N est la base canonique de Mn de K, eh bien, PEIJ P-1 est une base de Mn de K. Voilà, vous pouvez faire une démonstration plus élémentaire. C'est une famille dont le nombre de vecteurs c'est n carré. N carré, c'est la dimension de Mn de K. Et donc, pour démontrer que c'est une base, il suffit de démontrer qu'elle est libre, ou bien qu'elle est génératrice. Vous pouvez faire les deux ici, puisque les EIJ et la base canonique sont en jeu. Donc, ça vous donne aussi une autre démonstration du fait que c'est une base de Mn de K. Donc, on conclut que nous avons une base constituée de vecteurs propres, et c'est terminé. Donc, F est diagonalisable. F est ainsi diagonalisable, puisqu'on a exhibé une base de Mn de K constituée de vecteurs propres de F. D'accord, très bien. Alors, l'histoire de lambda i moins lambda j, bien, vous pouvez la garder pour se faire autre chose. Vous pouvez avoir des questions directes dans l'oral lui-même, ou bien donc dans d'autres oraux.
eh bien, lambda i moins lambda j, donc par exemple, on vous demande quel est le polynôme caractéristique de f. Donc bien sûr, ça va être le produit de x moins les lambda i moins lambda j, et j variant de 1 à n. Vous pouvez remarquer que et lorsque i est égal à j, vous obtenez la valeur propre 0, et vous allez l'obtenir au moins n fois, c'est-à-dire que 0 va être valeur propre de cet endomorphisme d'ordre de multiplicité au moins n, puisque la dimension de l'espace propre elle est toujours inférieure ou égale à l'ordre de multiplicité. Très bien, voilà donc le sens facile de cet oral, voilà, que vous pouvez donc résumer par penser aux éléments P, E, J, P-1 pour donner une base de vecteur propre de F. Très bien, je passe à la réciproque. On suppose maintenant que F est diagonalisable. Il faut démontrer que A est diagonalisable, donc c'est le sens direct. Sens direct, donc on suppose F diagonalisable. Il faut montrer que A est diagonalisable. Voilà, donc, alors F diagonalisable, donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il existe une base de Mn de K constituée de vecteurs propres de F. Donc, cette base, je l'appelle, donc il existe MJ, MJ, IJ variant de 1 à N, base de Mn de K constituée de vecteurs propres de F, de vecteurs propres de F, et on va désigner par mu ij par exemple. On pose f de mij est égal mu ij multiplié par grand M ij, et je rappelle d'après la définition c'est a mij moins mij fois a. Et le but c'est de démontrer que a est diagonalisable, et là on va distinguer deux cas. Il y a le cas facile de k égale c. Lorsque k égale à c, vous avez directement une valeur propre de a, puisque le polynôme caractéristique est scindé. Il est scindé, donc vous avez au moins une racine, donc vous avez au moins un vecteur propre. K égale à c, k facile, on fait le k égale r après. Cas délicat, bien sûr, la démonstration de le cas de R, il est valable dans tous les cas. C'est à vous de juger dans l'oral par quoi vous commencez, qu'est-ce que vous dites, oui, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de temps, il vaut mieux liquider le de K égale R au départ, normalement, dans l'oral. Et puis, donc, si vous liquidez le cas de R, le cas de C, c'est automatique. L'oral, c'est très stratégie, c'est beaucoup de stratégie, donc c'est à vous de choisir la bonne stratégie qui vous permet de montrer un maximum de connaissances et un maximum de savoir-faire. Donc, K égale à C, donc le spectre de A dans C, il est non vide, différent du vide, et soit donc lambda de spectre de A. De spectre de A dans C, et je vais considérer un vecteur propre que je vais appeler grand Y de Mn1 de C-0, un vecteur propre associé. Vecteur propre associé. L'idée, c'est de faire quoi? Bien, nous, on veut des vecteurs propres de A. Donc, vecteur propre de A, il s'agit donc de saisir cette relation-là. Vecteur propre de A. Alors, si vous regardez le A ici, il s'applique à une matrice, pas à un vecteur colonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on multiplie à droite par Y. Et comme ça, le A va s'appliquer à une colonne. Donc, j'obtiens. Je vais multiplier la relation par Y. On a donc. En même temps, je le fais doucement. Oh non. Donc, je fais doucement. Mu ij fois mij multiplié par la matrice colonne, grand Y, qui est égal à A fois mij fois grand Y, moins mij fois grand A fois grand Y. Et là, je peux remplacer A fois Y par lambda Y. Alors attention, lambda grand Y, vecteur colonne. Et donc, j'aurai donc, je vais saisir donc cette quantité-là. Donc, j'aurai A multiplié par la colonne MIJ fois Y, il est égal à mu IJ plus lambda multiplié par la colonne MIJ fois Y elle-même. Voilà. Et là, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que si jamais le MIJ fois Y est non nul, alors c'est un vecteur propre de A. Ce qui va se passer, c'est qu'on va démontrer
qu'on peut fabriquer une base extraite de la famille MIJ fois Y. Et donc, si jamais cette famille génératrice, on sait que de toute famille génératrice, on peut extraire une base, et ce sera terminé. Et justement, ça va se passer ainsi. Pour cela, nous allons considérer l'application H, qui va de l'ensemble Mn de C, qui arrive dans Mn1 de C, qui a une matrice grand B, fait correspondre B fois Y. Vous pouvez dire que c'est une application qui dépend du Y, H indice Y. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Cette application-là, elle va être surjective. Donc, transforme la base MIJ, IJ et IJ variant de N en une famille génératrice. Génératrice de Mn1 de C. La famille, c'est MIJ fois Y. IJ variant de 1N. Maintenant, on utilise le fait que de toute famille génératrice, on peut extraire une base. De toute famille génératrice, on peut extraire une base. Et donc, d'où une base de Mn1 de C, constituée de vecteurs propres de A, et A est donc diagonalisable. D'où une base de Mn1 de C, constituée de vecteurs propres de A. A est donc diagonalisable. Très bien, voilà donc, il reste juste à démontrer l'histoire de surjective. Expliquons donc pourquoi, il reste à expliquer pourquoi cette application-là est surjective. Donc, expliquons pourquoi si je prends un Z de Mn1 de C, Z de Mn1 de C, donc il reste à répondre à la question de surjectivité de HY. HY surjective montrant que HY est surjectif. Donc, c'est-à-dire expliquant pourquoi tout élément admet au moins un antécédent, expliquant pourquoi, eh bien, quel que soit Z dans Mn1 de C, il va exister une matrice que j'appelle B de Mn de C, telle que B fois Y égale Z. Y différent de 0, donc Y tout seul forme une famille libre. Le théorème de la base incomplète permet d'obtenir Y2 jusqu'à Yn, base de Mn de C, de Mn1 de C, les matrices colonnes. Et avec ceci, je fabrique une matrice que je pose par exemple S égale la matrice dans les colonnes, sans Y1, sans Y, Y2 jusqu'à Yn. S est alors inversible, puisque les colonnes forment une base. Alors S appartient à GLN de C. Et bien maintenant, pour avoir BY, si je calcule B fois S, ça fait B fois Y, Y2, YN. Et donc, avec un calcul par bloc, ça fait BY, BY2 et jusqu'à BYN. Et nous, on veut donc BY égale Z. Donc, qu'est-ce qu'il suffit donc de faire, hein? Donc, je dis, il suffit de choisir B tel que, donc B fois S égale, donc là, je veux BY égale Z, donc je prends Z ici, et dans les autres colonnes, je fais n'importe quoi. Par exemple, je mets des 0. Autrement dit, c'est-à-dire, on prend B égale Z000, multiplié par S-. Voilà, avec un calcul matriciel, la justification de la surjectivité
de l'application que j'ai appelée donc H indice Y. Voilà ce qui termine la chose ici, mais notez la version géométrique de cette propriété-là, de ce petit savoir-faire. La version géométrique, bah, c'est bien aussi de la réaliser. Autrement dit, si tu as un vecteur, si on dispose d'un vecteur non nul de E, eh bien l'application, mais je l'appelle aussi H, qui va de L de E et qui arrive dans E, qui a un endomorphisme F fait correspondre F de A, bah, elle est aussi linéaire, elle est surjective, hein, et surjective. Ces versions endomorphisme de ça, c'est juste pour élargir un peu les connaissances ici. Donc, c'est pas vraiment dans le problème. Le F, ça n'a rien à voir avec le F qu'on a ici. Je préfère quand même le noter pour qu'il n'y ait pas de confusion si on saute les étapes dans la vidéo. Donc, je mets U correspond U de A et surjective. Donc, pour démontrer bon, cela, donc on peut faire une démonstration un petit peu. Donc, comme tout à l'heure, je fais une observation analogue, A différente de 0, d'où la famille A est libre, d'où théorème de la base incomplète, A à 2 jusqu'à AN est une base de E, et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut, je prends B de E, il faut lui trouver un antécédent, il faut trouver, la question c'est trouvant déterminant U de L de E tel que U de A est égal à B, eh bien on fait comme tout à l'heure, je considère je sais que quelle que soit la base, il existe toujours un morphisme qui transforme une base en une famille, hein, une famille de n vecteurs. Donc je considère soit U de L de E, tel que donc, par exemple, je dis U de alpha A plus alpha 2 A2 plus alpha n AN est égal, donc je veux que U de A soit égal à B, donc égal alpha B, ok, par exemple. Alors c'est bon, c'est un morphisme qui marche. Alors U répond à la question, voilà, cette version endomorphisme de cette propriété. Répond à la question. Très bien, voilà. Très bien, donc ainsi donc on a un problème qui est résolu dans le cas de C. Revenons maintenant au cas délicat de R, K égale R, où le problème c'est que ben, il n'y a pas forcément de valeur propre réelle. Cependant, ben, nous sommes sûrs de l'existence d'une valeur propre complexe. Et on va jouer justement avec cette valeur propre complexe pour démontrer l'existence d'une valeur propre réelle. Je dis que d'après ce qui précède, il suffit de montrer. D'après ce qui précède. C'est-à-dire, si je démontre l'existence d'une valeur propre réelle, ben, je calque la même démonstration que tout à l'heure. D'après ce qui précède, il suffit de montrer que le spectre de A dans R est non vide. Après, on fait la même chose avec même étape que précédemment. Alors justement, donc je sais que le spectre de A dans C, on sait que... Alors l'idée, vous pouvez la tirer, donc je vais attendre un petit peu pour le dire. Le spectre de A dans C est bien sûr non vide. En vide, soit donc lambda appartenant à spectre de A dans C. Donc, montrons que lambda est un réel. Montrons que lambda il appartient à R. Alors, lambda bar est une valeur propre de transposé de A. De A qui est égal au spectre de transposé de A, mais si vous regardez l'oral numéro 1, c'est transposé de A qui est importante. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je refais ici la démonstration dans l'oral 1, c'est un petit peu la même chose. Donc, j'aurai l'existence de x colonne de Mn1, alors je l'appelle plutôt y comme avant, de y dans Mn1 de c moins 0, tel que a fois y est égal lambda fois y, ça c'est pour y, et l'existence aussi de z appartenant Mn1 de c moins 0, tel que transposé de a multiplié par z est égal à lambda bar fois z. Alors l'idée c'est de considérer la matrice y transposée de z. On a alors f indice a de y transposé de z est égal à a
fois y transposé de z moins y transposé de z fois a. Il est égal donc à y, c'est lambda y transposé de z. Et puis là, la transposition, ça fait transposé de a fois z. Et ça fait donc lambda fois y transposé de z moins y transposé de lambda bar fois z, c'est-à-dire j'obtiens lambda moins lambda bar fois y transposé de z. Puis y transposé de z, il est non nul. Donc fondamentalement, comme on a justifié avant, car bah, cette matrice-là, c'est y transposé de z, c'est la matrice de terme général yi fois zj, et bien sûr, il existe i0 tel que yi0 différent de 0, ça c'est parce que y est non nul, et il existe un j0 tel que zj0 est différent de 0, car donc z non nul, et donc yi0 multiplié par zj0 est non nul, et donc la matrice est non nulle. Conséquence, je tire que lambda moins lambda bar, elle appartient à spectre de FA. Mais qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Dans l'hypothèse, on suppose FA diagonalisable, et donc le spectre de FA est inclus dans R. Mais lambda moins lambda bar, il appartient à IR, c'est un imaginaire pur. Je tire donc que lambda moins lambda bar est nul. Donc lambda est réel. Et voilà, ce qui termine donc l'oral.